l'actualité Chauffard 2017, la première édition de la caravane d'évangélisation organisée par l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Yopougon Croix-Rouge, Temple Shalom, s'est tenue du 7 au 12 novembre 2017. Dieu veut faire 2017, troisième édition, le programme de prière initié par l'ONG chrétienne Excellencia s'est déroulé le mercredi 15 novembre 2017. Des orateurs de renom ont animé ce programme. À l'international, Angela Merkel a également la pression après l'échec des négociations en vue de former un nouveau gouvernement. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Merci de vous informer sur Béni TV, la chaîne des bénis. Nous ouvrons ce journal par le chapitre Religion. Chauffard 2017, la première édition de la caravane d'évangélisation initiée par l'Église évangélique des Assemblées de Dieu d'Abidjan, Yopougon, Croix-Rouge, Temple Shalom, s'est déroulé du 7 au 12 novembre 2017. Jésus fait tout à merveille. Tel était le thème de ce Chauffard 2017, meublé par des projections de films, une évangélisation de rue et un concert de clôture. Une ambiance surchauffée a régné l'après-midi du dimanche 12 novembre 2017 à l'église des Assemblées de Dieu de Yopougon Croix-Rouge, Temple Shalom. Le corps du Christ a participé massivement à ce concert d'évangélisation et de restauration, marquant l'apothéose de Chauffard 2017, la première édition de la caravane d'évangélisation organisée par la dite église. Débutée le mardi 7 novembre 2017, la caravane d'évangélisation Chauffard 2017 a été en outre meublée par des projections de films et une sortie d'évangélisation de rue. Pour le pasteur Abbé Dominique, pasteur en second de l'Église des Assemblées de Dieu de Yopougon Croix-Rouge, les objectifs sont atteints. L'urgence de notre tâche en tant que serviteur de Dieu, c'est que l'évangile soit prêché, annoncé à toute la création. Et nous avons en cette année 2017, en fin de cette année, organisé cet événement dénommé Chauffard. Et Chauffard parce que c'est l'élément, l'outil qui fait appel au peuple de Dieu pour une convocation solennelle dans laquelle le Seigneur parle à son peuple. Et nous avons dénommé cela le Chauffard parce que à travers Chauffard, nous voulons vraiment faire appel à toute l'humanité pour annoncer la parole de Dieu. Les objectifs ont été atteints parce qu'au moins une âme est sauvée. Mais il y en a plus parce qu'il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme qui se convertit. Mais nous avons que plus qu'une seule âme. Plus de 70 personnes ont accepté Jésus-Christ au cours de ce Chauffard 2017. La caravane d'évangélisation que nous avons dénommée Chauffard avait dans sa phase pratique 3 axes. Le premier, on a fait 4 soirées de projection de films. Le second, le samedi 11, toute l'église, au son des fanfares, on a fait 3 groupes pour prendre les itinéraires au niveau du quartier de Croix-Rouge, au son de la fanfare, et puis est passé pour également aussi annoncer la bonne nouvelle. C'est vraiment bien passé. Et le 3e axe aujourd'hui, c'est le conseil d'évangélisation et de restauration que vous êtes venus vous-même constater. Je voudrais juste ajouter que Dieu a béni notre programme au point où ce matin, on avait près de 70 personnes qui étaient avec nous au culte en semaine, qui se sont donnés et qui sont venus au culte avec nous. Ce concert de clôture a aussi été l'occasion de conforter les nouveaux convertis dans leur choix en Jésus-Christ. L'orateur du jour, le révérend Jean-Marie Tiako, a pour ce faire développé le thème du Chauffard 2017, Jésus fait tout à merveille. Les artistes invités, eux, ont entretenu une très belle ambiance par leurs prestations très appréciées par le grand public de l'Église des Assemblées de Dieu de Yopougon Croix-Rouge, Temple Shalom. L'apostolat protestant, l'Évangile libéré, a célébré la consécration de son leader, le révérend Gouillon Sylvain, directeur des études de l'Institut de formation pastorale Living Water. L'événement a donné lieu à un culte spécial dans l'enceinte du dit ministère à Abidjan, Yopougon, Koweït. Un culte de réjouissance
réjouissance pour célébrer la clôture de la première convention de l'Église apostolat pentecôtiste l'Évangile libère, appel et la consécration du révérend Gouyon Sylvain, leader de ce ministère. Une cérémonie de réjouissance ponctuée par une présentation et des remerciements adressés aux hommes de Dieu qui ont effectué le déplacement pour l'occasion. Porter du fruit pour le gain des âmes. Thème de la prédication délivrée par le révérend Moussa Ouattara, père spirituel et formateur du célébré. Le message du révérend Moussa Ouattara a été structuré en 3 points. L'appel à annoncer la bonne nouvelle, des obstacles à l'évangélisation dans la vie du chrétien et les bénédictions qui accompagnent ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Pour le prédicateur du jour, évangéliser à l'effet de gagner des âmes est l'une des clés de voûte du salut des chrétiens. La fidélité se mesure souvent dans le temps. Le temps passe, tu es égal à toi-même dans les bonnes choses. Malgré les circonstances souvent négatives, mais tu es toujours en train d'évangéliser. On te gifle, tu continues. Il n'y a rien à manger, tu continues. Au bout d'un temps, quand Dieu voit que tu as décidé réellement de rester attaché à ce travail pour sa gloire, puis le ciel s'ouvre, puis les visions commencent et ça s'arrête. La prédication du révérend Moussa Ouattara a fait place à la remise officielle du certificat de formation du pasteur Gouyon Sylvain et à un temps de bénédiction et de prière pour le ministère et la vie du leader de cette église. Parents, amis et fidèles de l'église Appel ne sont pas venus les mains vides prendre part à cette cérémonie. Ils ont démontré leur attachement à l'homme de Dieu en le couvrant de présents. Dans la maison de l'UCD, à la rue Chandelier, tous les hommes de Dieu, les amis, les pasteurs, le frère maman Brie qui est là, et tous les autres frères et sœurs, si vous participez au nom, c'est parce que vraiment le temps est parti. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Gouyon Sylvain totalise 16 années de sacerdoce. Il est le fondateur de l'église Appel, église créée en 2009, et directeur des études de l'Institut de formation Living Water. Initiée par l'ONG chrétienne Excellencia, la 3e édition du programme Dieu veut faire 2017 s'est déroulée le mercredi 15 novembre 2017 au théâtre de la cité de Cocody à Abidjan. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Tel a été le thème de ce Dieu veut faire 2017 3e édition qui a eu pour orateurs les révérends Jean-Baptiste Nielbien et Jean-Marie Tiako. La journée du mercredi 15 novembre 2017, journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire, a été mise à profit par l'ONG chrétienne Excellencia et le corps du Christ pour célébrer l'éternel Dieu à travers la 3e édition 2017 du programme de prière Dieu veut faire. Conduit par le groupe de chantres Excellencia, les chrétiens venus nombreux au théâtre de la cité de Cocody sont entrés en intimité avec Dieu dans de longs moments d'adoration. Placé sous un thème évocateur intitulé « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée », le programme Dieu veut faire 2017 3e édition a été un moment de prières intenses, mais aussi des moments d'enseignement avec les révérends Jean-Baptiste Nielbien et Jean-Marie Tiako. Ces éminents orateurs ont enseigné aux chrétiens présents les secrets bibliques pour vivre une vie d'exaucement. La Bible nous décrit dans le chapitre 11 d'Hébreux combien de fois les anciens ont eu les yeux de la foi pour triompher de toutes les difficultés, tous les défis qui étaient dressés devant eux. Alors Dieu, dans son essence, ne peut être vu par un homme et vivre, comme la Bible déclare. Nul ne peut voir Dieu et vivre. Seul le Fils de Dieu, Jésus-Christ, dans le sein du Père, l'a vu et le connaît. Et tous ceux qui ont vu Dieu l'ont vu avec les yeux de la foi. Moïse l'a vu, Jacob l'a vu, Ésaïe l'a vu. Dans Ésaïe chapitre 6, il vit Dieu avec les yeux de la foi. Dieu s'est révélé à des milliers de personnes par les yeux de la foi, à l'église de Jésus-Christ par les yeux de la foi. Et aujourd'hui encore, il veut se révéler à toi. Dis Amen. Celle qui s'est regardée à Dieu et celle qui s'est renoncée à soi pour obéir à la volonté de Dieu, la véritable foi. C'est elle dont le christianisme du 21e siècle a besoin. Une foi vivante,
une foi active et une foi qui permet au royaume de Dieu d'avancer. C'est de cela qu'il s'est agi en substance et pour simplifier les choses. Pour les participants du VFR 2017 3e édition, a été un cadre de bénédiction et de repositionnement en Jésus-Christ. C'est sûr, à du VFR 2017 3e édition, chaque chrétien présent a pu voir Dieu face à face dans une atmosphère surnaturelle marquée par le Saint-Esprit. Actualité générale, enseignement, le CBCG de Daloa, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, a abrité la 3e édition de la Journée internationale de la jeune fille. Cette journée a été marquée par une conférence débat sur le thème « Jeune fille d'aujourd'hui, espoir de la Côte d'Ivoire de demain ». Voici un compte-rendu de Pierre Loua, notre correspondant dans la région. Elles sont prêtes désormais aux sorties de la 3e édition de la Journée internationale de la jeune fille initiée par le Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire, section Daloa. Cette activité a pour objectif d'inculquer à la jeune fille sa responsabilité par un modèle. La jeune fille mérite de suivre un modèle et c'est pour cela que nous avons contacté très tôt le professeur Guidi Wandja pour venir dans la région du Haut-Sassandra pour servir de modèle effectivement quand nous voyons le taux alarmant de grossesse en milieu scolaire. Par une conférence échange, le professeur Guidi Wandja a entretenu les élèves et étudiants de Daloa sur leurs responsabilités d'espoir de la Côte d'Ivoire de demain. Nous avons le devoir de leur servir de modèle et de les guider pour ne pas qu'elles tombent dans certaines facilités qui les détournent de leur avenir. Et j'ai bien dit que la femme est le socle de la famille. La femme est l'avenir. Le président Houphouët-Boigny disait « Éduquer un homme, c'est éduquer un individu. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. » Donc ces jeunes filles-là, c'est elles qui vont éduquer les enfants de demain, les enfants qui vont la Côte d'Ivoire de demain, une Côte d'Ivoire qui répond à notre hymne national. Voici les raisons de cette grande mobilisation. Plusieurs intervenants ont soutenu cette initiative combien de fois pertinente. Nous avons reçu une autorité éminente du monde universitaire en la personne du professeur Guidi Wandja. Et les conseils avisés qu'elle a donnés, je pense que nos étudiants pourront mettre cela à profit pour réussir dans leur cursus. Quant à la présidente de l'ONG Réalique Côte d'Ivoire, cette activité est à pérenniser afin de réduire considérablement la prostitution et autres grossesses en milieu scolaire dans la région du Haut-Sassandra. Environ 155 Ivoiriens en situation d'extrême urgence en Libye sont arrivés lundi à Abidjan. Ces candidats à l'immigration en Libye, rapatriés par les autorités ivoiriennes, ont confirmé les allégations d'esclavagisme en Libye. Des migrants ivoiriens de retour des centres de rétention libyens confirment les ventes d'esclaves. Ils étaient 155 la nuit dernière à regagner Abidjan. Partis pour rejoindre l'Europe, ils ont souvent été abusés par des passeurs et bloqués par les autorités libyennes. Le gouvernement ivoirien rapatrie régulièrement des migrants en difficulté depuis 2015. Mais depuis la publication d'un reportage de la télévision américaine CNN sur des marchés aux esclaves en Libye, ces retours et les témoignages ont un tout autre impact. On vend les Africains là-bas. C'est la vérité. C'est la vérité. On vend l'homme là-bas. Même un enfant de 15 ans libyen, il est dans sa voiture, il a arme, il vient te kidnapper, ça va te vendre à 200 dinars, 100 dinars. Après encore l'autre aussi, c'est revend. Ça c'est la vérité. Pour le directeur des Ivoiriens de l'extérieur qui travaille depuis des années dans ce contexte, ces marchés aux esclaves ne sont pas une nouveauté, loin de là. Ils ont mené des campagnes de sensibilisation auprès des populations. C'est un secret de polichinelle, c'est-à-dire que beaucoup de personnes savent ce qui se passait en Libye. Dans nos campagnes de sensibilisation en Côte d'Ivoire, nous avons régulièrement parlé de la question de l'abus des migrants et des abus dont sont victimes majoritairement les femmes. Et nous avions insisté pour que nous comprenions aussi dans nos pays qu'il est grand temps que nous ouvrions les yeux et que nous comprenions que la migration irrégulière, ce n'est pas seulement des drames de la mort, c'est d'autres drames.
Après la parution du reportage, des manifestations ont été organisées devant les ambassades libyennes à Paris, Bamako, Conakry, etc. Le Burkina Faso a rappelé son ambassadeur en Libye. Tous les pays d'Afrique subsaharienne réagissent et attendent le résultat de l'enquête ouverte par Tripoli sur ces actes inhumains. La Centrafrique veut relancer son économie asphyxiée par plusieurs années de guerre pour attirer les investisseurs. Bangui a accueilli récemment un forum économique. La Centrafrique veut relancer son économie asphyxiée par plusieurs années de guerre. Occasion donnée avec le forum des investisseurs tenu à Bangui. Objectif principal, attirer les investissements directs étrangers en présentant les opportunités d'affaires et de partenariat avec le secteur privé national. Il faut un appui à l'extérieur et pour moi c'est une opportunité pas seulement pour les investisseurs centrafricains, c'est pour le pays en entier. Et la présence des grands investisseurs aujourd'hui, des grands groupes ici, je pense il faut savoir bien vendre le pays et savoir comment les faire adapter au sol centrafricain. C'est une opportunité pour tout le monde. Une vision optimiste pour le gouvernement déterminé à impulser une dynamique de relèvement de l'économie nationale, en dépit de quelques foyers de résistance encore présents dans certaines régions. Les investisseurs ont été appelés à se pencher davantage dans les secteurs de l'électricité et des infrastructures routières. Effectivement, il y a des pistes qui peuvent permettre d'accélérer le relèvement de l'économie centrafricaine. Et ce sont ces pistes-là que nous avons voulu montrer aux investisseurs internationaux et nationaux dans la mesure du possible. Les nationaux les connaissent, ces opportunités, mais c'est également l'opportunité pour eux de faire des partenariats avec les internationaux. Nous, la SFI, la Société financière internationale, sommes prêts à accompagner ces investisseurs qui auront identifié des projets. Nous sommes prêts à les accompagner dans la phase d'analyse, dans la phase de maturation du projet, jusqu'au financement de projets. Au moins 70 délégations ont pris part à ce forum qui s'est également appesanti sur d'autres secteurs clés de développement, notamment l'agriculture, les eaux et forêts, les mines, les infrastructures, l'industrie et les services. Ouvrons à présent la page internationale de cette édition d'information. À la tête de l'Allemagne depuis plus de 12 ans, l'inamovible chancelière Angela Merkel se voit sérieusement menacée par l'échec dimanche des négociations en vue de former un gouvernement de coalition. Angela Merkel se dit toutefois prête pour des élections anticipées. Près de 24 heures après que les libéraux ont claqué la porte des négociations, Angela Merkel a donné sa première interview télévisée. Même si elle est fragilisée, la chancelière a rejeté l'idée d'une démission et semble privilégier au contraire la voie d'élections anticipées. Un gouvernement minoritaire n'est pas à l'ordre du jour. Nous devons maintenant attendre les prochains jours. De nouvelles élections sont une option. Celle qui est chancelière depuis 12 ans s'est déjà déclarée prête à repartir en campagne si besoin. Mais avant, elle attend de voir si un accord avec les sociaux-démocrates du SPD ne peut être trouvé. Il y a urgence, car actuellement l'Allemagne est fragilisée, sans stabilité. Impossible de gouverner. Tous les partis politiques qui ont été élus au Parlement allemand sont au service de l'intérêt public. Ils servent le pays et j'attends d'eux qu'ils soient prêts à former un nouveau gouvernement dans un futur proche. Eine Regierungsbildung in absehbarer Zeit möglich zu machen. Une attaque à peine déguisée contre les libéraux du FDP qui ont été les premiers à afficher leurs divergences. Immigration, environnement, selon eux, un accord aurait dénaturé leur ADN politique. Les options d'Angela Merkel sont donc limitées à l'heure qu'il est et les regards se tournent vers le SPD de Martin Schulz. Pourtant, l'ancien président du Parlement européen a réaffirmé son refus strict de faire à nouveau partie d'une coalition avec la CDU. Lors des dernières élections fédérales, la chancelière a réalisé le pire score de son parti depuis 1949. Nombre de ses électeurs se sont tournés vers l'AfD, un parti d'extrême droite au discours anti-migrants. Sur le continent américain, au Chili plus précisément, l'ex-chef d'État et milliardaire Sebastián Piñera et le journaliste Alejandro Gullier s'affronteront le 17 décembre prochain dans le cadre du deuxième tour de l'élection présidentielle en vue de succéder à la socialiste Michelle Bachelet. Le milliardaire Sebastián Piñera sort en tête du premier tour de la présidentielle au Chili. Celui qu'on surnomme le Berlusconi chilien a déjà été président de 2010 à 2014. La Constitution lui interdisait de briguer un second mandat consécutif.
Cette fois-ci, c'est Michelle Bachelet, la présidente sortante, qui a déjà effectué 2 mandats, qui ne pouvait pas se représenter. Elle qui a profondément réformé la société chilienne avec l'adoption du mariage homosexuel et la dépénalisation de l'avortement, termine son mandat avec seulement 23% d'opinion favorable. Le chômage a peu augmenté lors de sa présidence, mais la croissance stagne autour de 1%. Le libéral Sebastián Piñera promet de relancer l'économie. Il est le seul président de droite qu'a eu le Chili depuis la fin de la dictature de Pinochet. Sa victoire lors du 2e tour prévu le 17 décembre confirmerait le basculement de l'Amérique latine dans le camp conservateur, après le Brésil, l'Argentine et le Pérou. Nous allons à présent faire un plongeon dans l'histoire. Il y a 40 ans, en 1977, le président égyptien d'alors, Anwar el-Sadat, se rendait à Jérusalem. Retour sur cette visite historique, la première d'un chef d'État arabe en Israël. Quand Anwar el-Sadat débarque en Israël le 19 novembre 1977, il est accueilli en héros. Pourtant, les deux pays sont officiellement en guerre depuis 30 ans et cet ancien militaire est celui qui a lancé le dernier conflit en date, la guerre de Kippour. Mais cette fois, il vient en homme de paix. Sadat veut en finir avec ce conflit. Son plan, récupérer le Sinaï, conquis par Israël, en échange d'une paix durable. Le président veut également revoir ses alliances internationales, s'éloigner de Moscou au profit de Washington. Changer de camp et devenir des amis des États-Unis, ça voulait dire quand même aller jusqu'au bout, c'est-à-dire devenir aussi amis des Israéliens. Et pour arriver à ces négociations, eh bien, il a pensé qu'il fallait faire un grand coup. Et ce grand coup, c'était assez génial, c'était donc ce voyage. Étape clé de ce voyage, son passage à la Knesset, le Parlement. Le Premier ministre israélien Menachem Begin livre sa vision de la paix. Nous partageons tous cet objectif. La paix pour nous, la paix pour nos voisins. Sadat appelle à briser le mur psychologique de la méfiance et insiste, Israël n'aura la paix que s'il rend les territoires, notamment palestiniens. Il ne peut y avoir de véritable paix sans les Palestiniens. L'année suivante, il est le premier chef d'État arabe à signer un accord de paix avec Israël. Mais Sadat n'est pas acclamé par tous. Dans le monde arabe, on lui en veut beaucoup. Pour ses leaders, c'est lui qui a brisé le front arabe uni contre Israël. L'Égypte est isolée. En 1981, le président Sadat est assassiné. La paix avec Israël est l'une des motivations avancées. Mais la paix n'a pas disparu avec l'homme qui l'a portée. Depuis près de 40 ans, ses successeurs, Hosni Moubarak et Abdel Fattah el-Sisi, suivent le même chemin. Un mot d'environnement à présent, première ville indienne inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ahmedabad est aujourd'hui en proie à des problèmes de circulation de déchets et d'entretien. Cette situation menace fortement l'héritage historique de cette ville touristique. Une architecture unique vieille de 600 ans, la ville d'Ahmedabad est devenue en 2017 la première ville indienne inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais ces trésors culturels sont menacés, manque d'entretien des bâtiments historiques, urbanisation incontrôlée et pollution. Aujourd'hui, les embouteillages et le problème des commerces qui s'installent partout dégradent la qualité de vie. À cause de ça, beaucoup de personnes vont partir et le patrimoine vivant que représente cette ville n'existera plus si ses habitants commencent à déménager. Dans la vieille ville, au moins 2 personnes sont mortes en juillet dans l'effondrement de maisons causé par la mousson. Pourtant, certains sont déterminés à rester. Au moins dans la vieille ville, on vit tous en communauté. C'est pas comme ça ailleurs. Mais on espère aussi des changements et que cette partie de la ville devienne plus propre. Jusqu'à présent, les lois interdisant les travaux près des sites historiques n'ont pas été appliquées. Mais le titre prestigieux décerné par l'UNESCO pourrait aider à changer les mentalités. J'espère que les gens vont pousser la municipalité à faire plus d'opérations de nettoyage et que eux-mêmes feront un peu plus attention avant de polluer la ville.
Pour Ahmedabad, le temps presse. Certains experts à l'UNESCO ont déjà critiqué le manque de réalisme du plan de conservation de la ville. Faute d'efforts nécessaires, elle pourrait donc perdre son statut dans les années à venir et les touristes qui vont avec. C'est ici que s'achève ce journal que nous avons été ravis de vous présenter. Nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus-Christ. Restez fidèles à Béni TV. À bientôt.